Espace TV, le 22h. Ici et nulle part ailleurs, vous êtes dans le 22h, de voici les principaux titres. Solidarité mondiale et responsabilité partagée, c'est le thème de l'édition 2020 de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, célébrée ce 1er décembre également en Guinée. Nous parlerons de justice populaire dans ce journal. Les présumés voleurs de motos ont été lynchés à mort par une foule en colère. Du côté de Cancan, ce mardi, notre correspondant régional vous en dira davantage dans cette édition de formation. Et puis notre angle, le grand format de la rédaction d'Espace TV, s'intéresse ce soir aux violences faites aux femmes quand certaines se résignent sous les coups, d'autres décident de se battre contre le fléau. Solidarité mondiale et responsabilité partagée, c'est le thème de l'édition 2020 de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, célébrée ce 1er décembre. Maintenir les services de riposte contre le coronavirus en parallèle avec les services essentiels contre le VIH-Sida, voilà tout le défi. En Guinée, plus de 110 000 personnes vivent avec ce virus. C'est du moins ce qui ressort du bilan présenté par Médecins sans frontières ce lundi à Conakry. Ali Badra Camara, Ibrahima Souma pour le reportage. En Guinée, sur les 27 000 personnes vivant avec le VIH, 60 000 séropositifs répartis dans les centres spécialisés en la matière suivent déjà régulièrement les soins gratuits par les Médecins sans frontières. Depuis 2016, l'organisation médicale a mis sur pied une unité spécifiquement dédiée à la prise en charge des patients au stade avancé de la maladie à l'hôpital national de Donka. Ici, 2 salles sont aménagées pour les soins intensifs et 3 autres salles consacrées aux personnes à l'état stable. Chaque année, la Guinée enregistre 3100 décès du VIH, soit 250 par mois, dont la plupart décèdent à la maison. Et donc le message qu'on veut leur faire passer aujourd'hui à tous ces gens en Guinée, c'est de laisser l'espace aux gens qui sont séropositifs à pouvoir assumer leur séropositivité, parce que c'est une maladie qui ne se transmet pas aisément, et surtout quand on a une charge virale indétectable, c'est-à-dire que quand le virus est endormi par les médicaments, il est impossible de le transmettre. Parmi les 30 pays répertoriés par Médecins sans frontières en termes de stigmatisation, la Guinée occupe la première place avec un taux de 75% des personnes vivant avec le VIH qui en sont victimes. Même si la moitié des personnes porteuses de virus ne connaissent pas leur statut stérologique. Camara Asmiou sait qu'il est porteur du virus depuis 2005 et suit normalement son traitement gratuit avec MSF. Il y a la présence de Médecins sans frontières, il y a une prise en charge gratuite. Si je prends régulièrement mon traitement, je peux vivre longtemps comme il le faut. Ces jours-là, j'ai dit, ah madame, on peut vivre avec le VIH. Elle me dit, oui, on peut vivre avec le VIH. Depuis ce jour, je prends mon traitement comme il le faut. Au jour d'aujourd'hui, je mène une vie positive sans aucun problème. Assimiou Kamara est père de 4 enfants, dont un avant sa séropositivité. Tous ces enfants sont séronégatifs pour cause de son traitement régulier avec Médecins sans frontières. Pour lui, le sida ne tue pas, mais plutôt la stigmatisation. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la maladie qui tue. C'est la stigmatisation qui tue. Quand tu es stigmatisé, c'est le désespoir qui installe dans la tête. Selon les statistiques de 2018, les jeunes de Conakry, Kindia, Labé, Boki et Farana sont les plus touchés par le phénomène du VIH-Sida. Témoignage poignant d'un porteur. L'ouverture des salles de classe est faite dans la grisaille ce 1er décembre 2020 sur l'ensemble du territoire national. Les élèves, visiblement, ne sont pas pressés de reprendre le chemin des salles de classe, quid des règles de prévention de la Covid-19 dans les différentes écoles. Constat, c'est avec Ali Badra Camara. Nous sommes à l'école primaire du centre, à Kaloum, en ce 1er décembre, jour de la rentrée des classes. Visiblement, cette école n'a pas bénéficié de rénovation sur les installations. Néanmoins, il faut noter la présence massive des élèves qui présentement ont du mal à s'habituer au lavage des mains et au port des masques. Nous sommes
58% de présence ce matin des enfants. Et au niveau de l'encadrement, c'est 100%. Au niveau des chargés de cours, 100%. Les élèves sont à 57%. Il y a 3 mesures que nous avons prises conformément à cette rentrée des classes. La première disposition, c'est la disposition administrative. Nous avons pris des actes administratifs pour le fonctionnement des groupes pédagogiques. La deuxième disposition, c'est la disposition pédagogique. Et aujourd'hui, tous les enseignants sont en classe. Les cours ont effectivement démarré ce matin. Dans ce complexe scolaire catholique de Saint-Joseph de Cluny, le nombre de places est limité. Les parents d'élèves sont dans l'attente d'avoir une place pour leurs enfants à travers l'inscription et la réinscription. Voilà, donc les parents sont là, toujours en attente d'avoir une place. Et nous ne pouvons pas continuer à inscrire avec la crise sanitaire. Nos places aussi sont limitées. Nous sommes obligés, nous aussi, de respecter l'effectif qui est maintenu. Nous avons prévu d'avoir une classe de 45, à la limite 50, et nous ne pouvons pas aller au-delà. Au lycée 28 septembre, sur 1000 élèves attendus, seulement 100 ont répondu présent ce matin. Le directeur communal de l'éducation a une idée de ce faible taux de présence. Donc moi, je dis aux parents d'élèves que c'est eux qui sont en train de faillir. Parce que nos enseignants sont sur place, l'encadrement sont sur place. On ne peut pas aller prendre leurs enfants à la maison, leur forcer de venir. Ils ont été fortement sensibilisés. Donc, ils n'ont qu'à comprendre que la réussite, ça démarre aujourd'hui, le 1er décembre. Pour rappel, la commune de Kaloum avait présenté 1509 candidats au baccalauréat unique session 2020, dans toutes options confondues. Seulement 437 ont été admis, soit un taux global de 28,96%. Cette année, un nouveau défi est lancé aux autorités communales de l'éducation et des parents d'élèves de Kaloum. Toujours dans le même registre de Conakry, je vous envoie dans la préfecture de Koya, où la rentrée a été également morose. La rumeur sur le report de la rouverture des salles de classe a fortement impacté les établissements scolaires publics et privés. Le constat des écoles de cette localité, c'est avec nos reporters Antoine Dédé Onivogui, Djibril Kaba Kamara. Nous sommes dans la préfecture de Koya, située à 50 km de la ville de Conakry. Ici, la rentrée des classes est quasi morose. Néanmoins, la directrice préfectorale de l'éducation a fait le tour dans certains établissements de sa localité pour se rassurer de la réouverture effective des classes. Avec la pandémie qui sévit, le respect des gestes barrières est de mise. Les enfants dans les familles ont reçu une mauvaise information parce que dans la rue, on demandait aux enfants pourquoi ils ne sont pas allés à l'école. Ils disent que les parents auraient dit au marché qu'ils ont appris que l'ouverture est reportée pour le 8. Et moi, j'ai vu cette information sur Opéra News, mais c'était pour la Côte d'Ivoire. Donc, je crois que cette information a un peu démobilisé les enfants, les parents à venir aujourd'hui à l'école. Comme vous le voyez sur ces images, l'école élémentaire de Kenkéting est loin d'être prête à recevoir des élèves cette année, vu la vétusté du bâtiment. Bon, nous lançons un appel aux autorités à tous les niveaux, préfectorale, régionale, nationale, pour que vraiment cette école retrouve sa toilette parfaite. À quelques 12 km de là, nous voici à l'école primaire Almami Babemba Yatara de Kouria. En lieu et place des cours, les élèves se refugent dans les manguiers. Faute de fournitures scolaires, nous apprendons. Les parents se sont plaints aujourd'hui, ils sont venus massivement à l'école. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, ils n'ont pas pu acheter les fournitures de leurs enfants. Les enfants ne sont pas venus massivement. On a reçu que peu d'élèves dans toutes les salles. Contrairement à Kenkéting, au groupe scolaire Amadou Dieng, les responsables de cet établissement privé, conscients de la situation économique des parents, acceptent de recevoir des élèves sans argent et même sans tenue. L'école a accordé la chance aussi d'accepter les élèves jusqu'au moment où le parent aura les mesures d'accompagner son enfant dans l'école, il vient et on gère la situation.
Autre constat le plus alarmant à Koya, c'est ce nuage de poussière qui empêche les élèves du grand lycée ISB de Fili de suivre normalement les cours suite aux travaux de réhabilitation de la route nationale. Koya Kindia. Sur un tout autre plan, depuis l'annonce de la pandémie Covid-19 en Guinée, plusieurs jeunes évoluant dans le bénévolat se sont illustrés dans le cadre de la sensibilisation des citoyens sur le terrain. Pour la circonstance, les Nations Unies, l'Organisation des organisations humanitaires et l'Union européenne ont ce mardi célébré la Journée internationale des volontaires, un projet qui vise à améliorer la gestion des risques de catastrophes par les communautés. Mohamed Valektoré, Abakar Din Kamara. L'objectif pour cette rencontre est de partager la contribution des volontaires dans la lutte contre la Covid-19 et renforcer l'efficacité de l'aide humanitaire à travers le projet Avenir Jeune. Disséminer les apprentissages du projet et les recommandations sur l'implication des volontaires nationaux et internationaux dans l'amélioration de la résilience en vue d'influer sur les politiques nationales de volontariat des pays tiers sont entre autres sujets débattus. Dans ce cadre, nous avons travaillé avec des structures qu'on a mis en place comme la plateforme Stop Covid-19 qui a joué un peu le rôle de relais entre les organisations internationales et les communautés locales, notamment dans les 5 communes de Conakry, à Koya et à Doubreka. France Volontaire accompagne aussi des initiatives de renforcement des capacités des acteurs en charge de la prévention et la gestion des crises. De par cette présentation des actions menées durant l'année 2020, les recommandations tirées de l'expérience du projet sont partagées avec les participants. L'important donc est de sensibiliser les décideurs sur les apports des volontaires dans la mise en œuvre des actions humanitaires. Nous avons pu réaliser un cycle de 5 formations qui concernent la gestion de projet, le management, le partenariat, les droits internationaux humanitaires et les droits internationaux des droits de l'homme. Cela nous a permis de toucher au plus près des communautés et les rendre plus résilients par rapport aux risques de catastrophes, notamment les risques de pandémie sanitaire. De par ce projet, plusieurs organisations et acteurs humanitaires sont outillés pour la prise en charge des questions de prévention et de gestion des crises humanitaires. Nous sommes très imprégnés dans le service civique communautaire. Nous recrutons les étudiants, les élèves de partout pour les envoyer dans les communautés et travailler avec la communauté. C'est à travers le volontariat humanitaire que nous essayons de promouvoir dans le cadre du projet à venir, que nous essayons de montrer qu'avec les volontaires nationaux, internationaux, européens qui sont déjà investis dans les communautés. Les résultats du projet sont satisfaisants pour les organisateurs, comme pour dire qu'il a joué un rôle de catalyseur, de rencontres et d'échanges auxquels beaucoup d'acteurs guinéens ont pris part. La police nationale est sur le qui-vive au lendemain de l'attaque qui a visé l'une de leurs patrouilles dans la zone de Wanidara. Une attaque qui a coûté la vie à un policier brigadier chef et fait plusieurs blessés. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a profité de cette occasion pour faire un point de presse sur le sujet. Rosaline Goto-Monemou, Ibrahima Suri Kamara y était pour vous. Cette attaque a fait un mort et des blessés qui sont en train de bénéficier des soins au service de santé du camp Samori. Une attaque que déplore le directeur général de la police nationale. Subitement, c'est des groupes de jeunes qui sortent sur une moto, qui tirent dans un premier temps avec des armes de calibre 12 en blessant 3 agents. Certains, il y a un qui a le pied fracturé, l'autre a sa cheville coupée, l'autre a pris des chevrotines sur la tête. Le 4e est venu avec, cette fois-ci avec une arme à feu PMAK qui a battu un jeune brigadier. La police nationale manque d'équipements adéquats pour se défendre en cas d'attaque. Une situation que dénonce le directeur général de la police nationale. Il met en garde tous ceux qui sont derrière cette attaque et promet de retrouver les assaillants. Mais nous, actuellement, quand on est attaqué, on est obligé de prendre la fuite ou se mettre à l'abri. On n'a aucun moyen de se protéger. Ces gens qui sont derrière ça, en passant, qui peuvent permettre à la police de reculer, au contraire, ils verront ces jours-ci un dispositif costaud. Et ceux qui ont fait ces attaques, ces tirs, qui ont tué le brigadier hier, seront retrouvés. Le marché de Wanidara est resté fermé ce mardi après l'attaque de la veille. Seules quelques vendeuses sont sorties. Selon les témoignages, cette attaque s'est passée entre les hommes en uniforme et certains agents auraient même profité de l'occasion pour dévaliser des boutiques et magasins de leur contenu.
Ils ont pris ce que tout dans le magasin, il a mis dans le pick-up. Ils ont tiré les gens pour un parent vers 20h. Jusqu'à le matin, c'est comme ça. Non, c'est entre le militaire qui passe. Il faut rappeler que cette attaque de la police est la énième. La dernière en date est celle survenue la semaine dernière de la T7 à la T8 où la compagnie mobile d'intervention numéro 4 a essuyé des tirs. Insécurité toujours, justice populaire, lui, a été lynché jusqu'à ce que mort s'en suive par une foule en furie à Cancan. Un jeune, la trentaine, a tenté, selon des témoins, de s'enfuir avec une moto harassée par les multiples attaques armées dans la ville. Les populations vont le passer à tabac. Attention aux âmes sensibles, les images peuvent être choquantes. Alpha Omar Koïta. Il était 8 h ce mardi lorsque ce présumé voleur aurait voulu dérober la moto d'un conducteur de taxi-moto au quartier Morouling qu'il aurait déplacé pour lui déposer à Saint-Kefra dans la commune urbaine de Cancan. Une manœuvre qui a été vite comprise par sa cible qui aurait crié au secours, indique ce témoin qui a requis l'anonymat. C'est un vieux comme ça, mais sa moto c'est toute neuve. Je lui ai demandé, il me dit que le gars l'a arrêté au bord de la route ici avec ses bagages. Mais ces bagages-là, ça c'est déposé devant ici. Il y a des mauvais habits avec des cailloux à l'intérieur. Que le gars lui dit qu'il veut aller à 5 francs. Mais en ce temps, qu'il va appeler son ami, connaître sa position si son ami a bougé. En ce temps, le taximètre voulait prendre ses bagages, attacher derrière la moto. C'est en ce moment, le voleur a sauté, il s'est assis sur la moto, il voulait démarrer la moto. Le gars s'est attrapé la moto, il dit voleur, voleur. C'est en ce temps, il a laissé la moto. Il a pris la fuite vers le rivière, notre rivière ici. Informés, les riverains et des passants se sont aussitôt mis à la trousse du présumé cambrioleur qui tentait tant bien que mal de se sauver de la vindicte populaire, hélas. Donc les gens l'ont attrapé maintenant, ils ont commencé à le frapper, voleur, voleur, voleur. Selon lui, des policiers qui voulaient secourir le jeune homme ont été sommés de retourner d'où ils viennent par la foule, très en colère. Après 2 heures, les policiers sont venus, les gens ont cherché les policiers de partir. Donc ceux-ci ont pris la fuite, ils se sont retournés. C'est ainsi moment maintenant, ils ont pris le caillou maintenant. Le voleur voulait s'enfuir maintenant. Un jeune a pris le caillou, l'a battu sur sa tête. En ce moment, il est tombé au carrefour ici. Mais ça faisait plus de 3 heures, les gens le cognaient là-bas. Parce que là, était passé depuis 8 heures. A rappelé que cette vindicte populaire intervient à un moment où la population de Cancan ne s'est pas encore remise de ces 2 dernières semaines de terreur qu'elle a vécues avec de multiples attaques à main armée de la part des inconnus. Des attaques qui avaient coûté la vie à un jeune élève, faisant de nombreux blessés et d'importants biens emportés par des malfrats qui seraient toujours en cavale. Alpha Omar Koïta. Et puis cette brève, vous vous souvenez sûrement de Aïcha Ba, communément appelé Nato, qui a trouvé la mort après avoir été passé à tabac par son conjoint du côté de Dubreka. Pour éclairer la lanterne de la famille de la défunte et celle de l'accusé sur les vraies raisons de sa mort, le corps de Nato a été admis à médecine légale. L'autopsie opérée par les soins de professeur Hassan Ba est formelle. Aïcha Ba, dit Nato, est morte suite à une hémorragie cérébrale imputable aux coups et blessures. C'est donc un homicide. La famille de la défunte s'est d'ailleurs rendue au TPI de Kaloum ce mardi pour manifester sa colère face à la conduite des enquêtes. Il faut noter que maître Lancinet Sissoko, huissier de justice, l'accusé dans ce dossier, est jusqu'à ce jour introuvable. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Sans transition, les travaux de construction de la route de Forêt-Caria ont démarré, mais il n'en demeure pas moins que les usagers continuent de se plaindre. Elle est assez dégradée, un véritable chemin de croix qui ne fait pas les affaires des riverains. Nos reporters l'ont emprunté. Suivez leur constat. Nous partons à Kindia en empruntant la route de Forêt-Caria. Chaussée défoncée, des troncs d'arbres jonchent le chemin. Ici, ce ne sont pas de simples nids de poules, mais d'éléphants. Cette route n'a jamais connu une petite goutte de goudron. Pourtant, ce n'est pas l'affluence de véhicules qui manque par là. Devant la vétusté de la route Conakry-Kindia et sa réhabilitation, les chauffeurs n'ont le choix que de se tourner sur cette bretelle. Motards, engins poids lourds et petits sont sûrs d'une chose, aller chez le mécanicien à l'arrivée.
qu'elle fait Mangatai et Rassobé, calvaire. La route de Mangatai à Yingiarori est un véritable calvaire. Elle est impraticable en saison pluvieuse. Aucun véhicule n'atteint le village. Ce sont les motos seulement qui arrivent ici. Nous traversons un pont et nous arrivons à Yingiarori, dans la sous-préfecture de Wonkifon, préfecture de Koya. Faisons une escale dans le village. Cette mosquée nous interpelle. Faisons-y un tour. La première des choses qui nous frappe, c'est ce tam-tam. Autrefois utilisé pour appeler les fidèles et informer les autres villages d'une cérémonie, est détruit. Les plafonds dégradés. Une partie suinte. Et nous sommes dans la maison de Dieu. Les femmes prient dans ce couloir. Ce pagne les sépare des hommes. Nous sommes bien accueillis. Ces villageois espèrent un geste de notre part. Et surtout, une aide. Eh bien, nous n'avons que notre micro et notre caméra pour interpeller et demander de l'aide. On n'a pas de mosquée ici. L'intérieur n'est pas bon. Dehors et la clôture, tout est délabré. On demande l'aide de bonne volonté. Dans ce village, pas de marché ni d'école. Les enfants sont obligés d'aller à des dizaines de kilomètres pour étudier. À défaut, ils se tournent vers la terre pour l'agriculture. Ces enfants ne continuent d'ailleurs pas le cycle, une fois au collège et au lycée. On n'a pas de marché ici. Pour acheter quelque chose, on est obligé d'aller à Koya ou attendre le marché hebdomadaire. Donc on s'approvisionne pour une semaine ou on paye les taxis motos pour aller à Koya. Voilà comment notre escapade à l'intérieur du pays s'achève derrière le regard plein d'espoir de ces hommes. Calvaire de population de Yingiarori constaté par Alcenebari Amara Alex Silla. Nous parlons environnement à présent. Les ministres de l'Environnement, de la Pêche, de l'administration du territoire avaient récemment ordonné l'arrêt des constructions anarchiques sur le littoral, mais la nature a horreur du vide. En l'absence des agents de la puissance publique, la pratique se poursuit à Conakry, à Yimbaya Faban par exemple, dans la commune de Matoto, des immeubles poussent comme des champignons sans aucun respect du code de l'environnement. Et pourtant, les DPM sont une propriété de l'État. Mamadou Kalisso, Tierno Sadoba. Lors d'un conseil des ministres, une décision avait pourtant été prise qui a invité les ministères de l'Habitat et de l'Environnement à travailler ensemble dans l'exploitation du domaine public maritime. Mais cette décision semble classée sans suite et l'agression contre la mangrove persiste. Des poteaux sont en cours de fabrication pour délimiter l'espace à protéger. Mais d'autres citoyens, en connivence avec des départements, ne veulent rien entendre. On entend qu'il y a un autre opérateur économique qui a 442 hectares dans ce site-là. On dit, mais nous, l'environnement, nous ne sommes pas au courant. Il dit non, le gouvernement a donné 442 hectares ici. Je dis, qui représente le gouvernement en matière de l'environnement? C'est nous. Ah non, il a un acte qui est signé par le ministre de l'Habitat, qui l'autorise, le ministre des Finances qui l'autorise, le ministre du Budget qui l'autorise et le ministère de l'Environnement. Il dit qu'on ne comprend pas. Donc nous sommes à couteau tiré actuellement sur ça. 442 hectares sur le littoral, acquis à l'insu du ministère de l'Environnement. Une violation flagrante des textes qui encadrent l'exploitation des zones côtières. L'article 45 dit que tous les départements ministériels, pour des raisons que ce soit, doivent s'adresser au ministère de l'Environnement pour la mise en œuvre des aménagements au niveau de ces domaines publics maritimes. Cette pratique nuit à la faune et flore aquatique. Puis, des expatriés seraient en première ligne dans l'occupation du littoral, ce qui pourrait constituer une menace à la sécurité nationale. Si les gens ont des pétrolettes qui rentrent dans leur cour la nuit, qui est le policier, qui est le gendarme, qui est le militaire qui peut contrôler ça? Pour pouvoir essayer de contrôler ça, c'est de prendre maintenant là nos dispositions pour pouvoir essayer de barricader ce système d'occupation du domaine public maritime. Sur le papier, la protection et l'exploitation du milieu marin et des zones côtières sont confiées au ministère de l'Environnement. Mais en réalité, le département est noyé par ceux de l'administration du territoire à travers les administrateurs locaux et des transports à travers l'agence de navigation maritime qui octroie des domaines maritimes pour la construction des ports. Voilà notre difficulté. Ils ne nous consultent même pas.
Le ministère de l'Environnement est coincé par cette politique qui n'est pas cohérente à la politique nationale qui est conçue dans le document qu'on appelle le Code de l'environnement. Pendant ce temps, les constructions anarchiques continuent au vu et au su de tout le monde sans aucune crainte. Les domaines publics maritimes annexés occupés inégalement donc par des citoyens. Les équipes de l'Académie du journaliste PDSA ont rapporté la première édition du tournoi interacadémie organisé au stade Jean Lefebvre du quartier Cameroun dans la commune de Dixine. En finale, il y avait 2 catégories. Compte rendu de cette rencontre avec Marissa Camara, Tierno Sadouba. Lors du premier match, l'équipe B de l'Académie du journaliste Sekou Jamal Pendessa a battu le FC Méga sur un score de 2-0 au compte de la catégorie des U23. La deuxième finale a opposé l'équipe A de l'Académie Pendessa à l'Espoir Almami. Pour le finaliste malheureux, le critère de l'âge n'a pas été respecté. Tout ce qui compte, c'est le problème d'âge. On a respecté l'âge, c'est les 12 ans et ils ont fait jouer les 16 ans. C'est pas mal quand même, on va corriger les erreurs avec l'entraîneur Méga qui suit les enfants. On va travailler de plus. Le président de l'Académie Pendessa se réjouit de cette double victoire et nourrit de grandes ambitions pour ce projet de football. Il invite les mécènes et les autorités à lui venir en aide pour faire prospérer son académie. Depuis qu'on a commencé, tout le monde sait que c'est des dépenses. Il faut acheter des équipements à tout moment. Quand il y a des matchs, il y a des dépenses à faire, les déplacements, transport, tout et tout. Pour le moment, c'est sur pompe propre. C'est peut-être à partir de là que nous allons lancer un appel à tous les partenaires, ceux-là qui croient au business du football, que nous avons des grandes ambitions. C'est le bon moment de venir nous accompagner. Cette compétition a regroupé les académies de toutes les communes de la capitale. Les organisateurs comptent l'élargir à l'intérieur du pays dans les prochaines éditions. Venons-en à présent ce dernier élément. De nos jours, la violence contre les femmes et les filles représente l'une des violations des droits humains les plus répandues, les plus persistantes, les plus dévastatrices dans le monde. Ces violences sont l'une des moins signalées, également en raison de l'impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l'entoure. Certaines femmes refusent la résignation tout de même et décident de se battre. C'est votre angle de ce soir, le grand format de la rédaction d'Espace TV présenté par Diana Bangoura, Mohamed Alucen Camara. Elles traversent des épreuves les plus douloureuses de leur vie. Elles sont victimes de toutes les formes de violence, conjugales, psychologiques, verbales, physiques, sexuelles, administratives, économiques et patrimoniales. Certaines gardent le silence par méconnaissance de leurs droits et d'autres ripostent contre ces maux qu'elles subissent. Oureiba, mère de 2 enfants, est l'une des victimes. Elle raconte sa mésaventure. J'ai été victime de violences conjugales et j'ai failli y passer parce que je me suis retrouvée aux urgences. Ensuite, j'ai dû aller en France pour plus de suivi. Vu la peine qu'elle a traversée, elle s'est engagée à combattre ce fléau, d'où la réalisation d'un film portant sur le phénomène. Suite à une enquête terrain qu'on a menée il y a quelques années, où on a trouvé que le taux était inimaginable. 95% des personnes qu'on a interrogées sur un échantillon de 500 avaient été victimes de violences, d'une violence quelconque. Maintenant, celles qui sont le plus ressorties, c'était les violences conjugales et les viols. Donc on s'est dit que réaliser un documentaire serait un outil qui peut nous aider à sensibiliser. Cette souffrance cachée d'une part par les parents et d'autre par les victimes s'intensifie davantage. Ces femmes leaders regrettent des chiffres qui prennent des proportions inquiétantes. Ici, chez nous, l'impunité banalise
la situation. Le silence renforce la situation. Il faut que la honte change de camp. Une femme qui est battue n'a pas à avoir honte de crier très fort qu'elle a été battue. Pour la présidente du Parti de l'Action citoyenne par le travail, ce problème n'est toujours pas une priorité pour le gouvernement. Elle en appelle à plus d'actions pour que ce fléau cesse en Guinée. Et c'est ce que j'ai dit à l'Assemblée. On ne peut pas mettre ce sujet-là au niveau des sujets secondaires. Il faut que ce soit un sujet présent. Une autorité s'engage en fonction de l'importance du problème. Aujourd'hui, les femmes sont violentées de façon banale. Les petites filles sont violées. Ouais, vous savez, les bébés sont violés dans un pays comme le nôtre. Nous sommes des croyants. Toutes les valeurs sont en train d'être foulées aux pieds. C'est pas normal. Or, il y a un État. Certaines femmes sont violentées et continuent à garder le silence. Elles ne connaissent pas assez sur les structures à saisir pour faire entendre leurs plaintes. Malheureusement, on n'utilise pas la loi pour se défendre. Il y a une police, au niveau de la police, il y a l'OPROGEM, au niveau de la gendarmerie, il y a la cellule de protection du genre. Mais malheureusement, les citoyens connaissent peu l'existence de ces structures et utilisent très peu la loi pour se défendre. Sinon, les personnes, les hommes et les femmes qui sont chargés d'animer ces unités ont été spécialement formés au concept de violence basée sur le genre et sont vraiment très motivés quant à l'appui et l'accompagnement des personnes qui sont victimes. Toutes ces violences que subissent les femmes sont condamnées par les lois du pays, qui sont elles-mêmes moins vulgarisées. D'abord, il y a plusieurs instruments juridiques qui protègent les droits des femmes. On a non seulement sur le plan national, on a en général les constitutions. Dans la constitution, on dit qu'il ne devrait pas y avoir de différenciation sur le plan sexuel. Voilà, et on a également dans la Constitution des dispositions qui donnent une place à l'intégrité physique, qui donnent une place à la dignité de l'être humain. Et ça, toutes ces dispositions devraient profiter à la femme. Nous avons également sur le plan international le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui reconnaît autant à l'homme qu'à la femme un certain nombre de droits politiques, un certain nombre de droits civiques. On a également le protocole de Maputo qui est un instrument qui est également assez complet, qui donne à la femme un certain droit de jouir de son corps, notamment le droit à l'avortement, surtout dans certaines conditions. En Guinée, son application reste de mise. En Guinée, sur le plan déjà global, il y a énormément de problèmes. Pour changer une société, il y a non seulement le levier législatif qui est de voter des lois, mais également il y a le levier budgétaire qui devrait permettre la mise en application de ces lois. Mais au-delà de ça, il faut également une vision. Il faut une vision politique qui permette à la femme d'être suffisamment épanouie et qu'elle puisse bénéficier je ne dirais pas d'un traitement favorable ou autre, mais qu'elle puisse bénéficier d'une certaine égalité de chances pour pouvoir accéder à des postes de responsabilité, mais également pour pouvoir vivre pleinement et dignement. Le constat que fait l'Office de protection du genre de l'enfance et mœurs est assez révélateur. C'est un cri de cœur, madame, que je ressens aujourd'hui. Lorsque je pense le nombre de plaignantes que nous recevons dans nos locaux, pas seulement au niveau de la zone spéciale de Conakry, parce que nous avons une représentation nationale dans le pays, et à notre niveau, mais aussi au niveau de tous nos représentants préfectoraux et régionaux qui reçoivent pas mal de dossiers liés aux violences basées sur le genre. Le chiffre est vraiment alarmant. Donc c'est un constat amer, bien que l'État a mis tous les moyens à notre disposition pour pouvoir interpeller les mises en cause liées à cette infraction, mais le problème n'a pas encore trouvé sa solution définitivement. Selon Marie Gomez, les dénonciations connaissent une avancée dans le pays et les peines ont été élevées. Il reste à savoir
si tous ces débats autour de ce sujet aboutiront un jour. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour l'édition de ce soir. C'est avec un grand plaisir que je vous l'ai présenté. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Passez une agréable suite de programme sur Espace TV, la télé qui vous regarde. Bonsoir.